Chers téléspectateurs d'Afro Info DC43, comme annoncé dans nos précédentes éditions, voici la suite des événements. À 17h30, un calme précaire s'observe sur le front. Les mouvements de déplacement de la population vers Minova et Goma se poursuivent. Les forces armées de la RDC contrôlent toujours le village de Lupango sur l'axe Sake-Kichanga à plus ou moins 10 km de Sake. Tôt ce lundi matin, d'intenses combats ont de nouveau opposé les forces armées de la RDC aux terroristes du 1-23 dans les groupements Kamuronza à la chefferie des Bahundé en territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Ces terroristes ont lancé cette attaque pour tenter de couper la route Goma-Sake au FRDC. Ils ont en effet contourné les positions de l'armée dans les parcs du Virunga, attestent les sources anonymes confirmées par les responsables coutumiers. Des tirs à l'arme lourde se faisaient entendre dans les parcs du Virunga où ces terroristes se sont heurtés à la résistance des FARDC, confirment les mêmes sources. Jusque-là, aucun bilan de ces combats n'est établi, mais il est signalé un afflux de déplacés arrivés dans la cité de Sake. Toujours à Masisi sur le front sud, les localités de Kichanga et Kilolirwe sont toujours sans habitants. Ils ont peur d'y retourner, craignant les exactions du M23, confient la plupart d'entre eux. Cependant, une accalmie s'observe sur le front nord de la ville de Goma, dans les territoires de Rutshuru, ainsi que dans les alentours du Pomambenga. Le village Kisharo, Kisegu et Katwiguru, à l'ouest de Kichanga, et Kiwanja sont toujours sous l'emprise de ces terroristes, alors que d'autres groupes armés occupent Nyamilima. Pendant ce temps, aucune activité militaire n'est signalée à Kibumba, territoire de Nyiragongo, mais les M23 continuent à maintenir ses positions. Seule la présence des forces régionales de l'EAC reste dominante, signale la Radio Kapi. La RDC toujours à la suite de l'attaque contre l'hélicoptère de la MONUSCO, le gouvernement réitère son appel pressant au Conseil de sécurité pour les sanctions immédiates contre les M23 et leurs alliés rwandais pour ces crimes de guerre répétitifs. Le gouvernement renseigne que les tirs visant dimanche 5 février l'hélicoptère de la MONUSCO ont effectué par les M23. En rappel, l'hélicoptère en provenance de Béni a essuyé des tirs alors qu'il s'est rendu à Goma. Un casque bleu sud-africain a été tué et un autre est gravement blessé. L'équipage a réussi à poser l'hélicoptère à Goma. Dans un communiqué publié ce lundi matin, les condamnent cet acte intervenu 24 heures après le cessez-le-feu décrété à Bujumbura. Selon les autorités congolaises, l'attaque s'est déroulée dans la zone sous contrôle des M23 RDF en province du Nord Kivu. Le gouvernement présente ses condoléances au gouvernement sud-africain, à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RD Congo et à l'ensemble du personnel de la MONUSCO. Il souligne que cette énième attaque de la coalition M23 RDF révèle d'une stratégie délibérée de porter atteinte au casque bleu des Nations Unies. Ceci rappelle l'attaque du 23 mars 2022 d'un hélicoptère de la MONUSCO autour de la colline de Tchanzu en territoire de Rutshuru qui a causé la mort de 8 casques bleus et les attaques ciblées de Kiwanja du 29 octobre 2022 et a blessé 4 casques bleus. Le gouvernement réitère son appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour prendre des sanctions immédiates contre les M23 et leurs alliés rwandais pour ces crimes de guerre répétitifs contre le personnel de la MONUSCO et la population congolaise. Ils annoncent qu'il travaillera avec la MONUSCO pour faire toute la lumière sur les circonstances de cette attaque afin que leurs auteurs en répondent devant la justice. La veille, le secrétaire général des Nations Unies avait rappelé que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre en vertu du droit international. Le secrétariat exécutif de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, est agacé par l'expulsion des 30 janvier 2023 des 3 officiers rwandais déployés dans le cadre du commandement de la force régionale de cette organisation sous-régionale. Il rappelle que ce déploiement avait été décidé le 7 novembre Sharm el-Sheikh en Égypte par les chefs d'État de la région en marge de la COP27.
Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a répondu au micro d'actualité.cd. J'ai répondu ce matin au secrétaire général de l'EAC. Nous n'avons jamais expulsé. L'expulsion n'a un contenu en diplomatie. Nous n'avons jamais éconduit d'une manière ou d'une autre les officiers rwandais auxquels vous faites allusion. Je crois qu'un de leurs collègues congolais, qui est aussi responsable, a plutôt donné un conseil. Ne faisons pas la politique de l'autruche. Aujourd'hui, la tension est vive entre la RDC et le Rwanda, entre notre peuple et l'État du Rwanda. Je ne dis pas entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Les Congolais meurent, on pille leur pays, on prend nos territoires, on ne respecte pas le plan de paix international. Devant ces situations, nous ne voulons pas que demain par hasard, quelque part, qu'on nous dise qu'on a porté atteinte à l'intégrité physique d'un officier rwandais. Cet officier congolais a dit à son collègue que peut-être qu'il est conseillé un petit repli pour que lorsque la tension va se calmer, vous puissiez calmement continuer à œuvrer en RDC. C'est la même logique qui a prévalu lorsque notre président, avec beaucoup de courage, a dit à M. Kagame qu'il ne convenait pas que le militaire rwandais soit dans la force régionale à l'intérieur de la RDC. Il faut voir le contexte. Il n'y a pas d'expulsion parce que c'est prévu dans les SOFA. Autre chose, le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte et des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo ont présenté ce lundi 6 février leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était au cours d'une cérémonie organisée au palais présidentiel du Mont-Ngaliema à Kinshasa. En présentant ces lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Kinshasa, rapporte la cellule de communication du chef de l'État, Madame Lucie Tamlin, a fait part de la volonté de son pays de poursuivre la coopération stratégique avec la RDC. À ce poste, elle succède officiellement à Mike Hammer, nommé en juin 2022 envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, région au cœur des enjeux géopolitiques variés. Diplomate de carrière de haut rang au sein des services des affaires étrangères, catégorie des ministres conseillers, l'ambassadeur Lucie Tamlin a tout récemment exercé les fonctions de chargé d'affaires ad intérim à l'ambassade des États-Unis au Khartoum, au Soudan. Bien avant, elle a été ambassadeur des États-Unis en RCA, puis au Bénin et le chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Après la diplomate américain, c'était le tour de M. Hicham Abdel Salam, ambassadeur d'Égypte, de traverser la haie d'honneur. Avant sa nomination, il était secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. D'après la cellule de communication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, M. Hicham Abdel Salam a commencé sa carrière diplomatique en 1997 et comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères. Au fil du temps, il a exercé plusieurs fonctions dans son pays et dans plusieurs postes diplomatiques à l'étranger. De 2014 à 2019, M. Hicham était ministre plénipotentiaire et chef de mission adjoint à l'ambassade de l'Égypte en France. Parlons toujours de la diplomatie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ont eu un tête-à-tête le dimanche 5 février dernier à Oyo, au Congo-Brazzaville. Et c'est ce qui ressort d'une dépêche de la cellule de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo, parvenue ce lundi 6 février à la rédaction de 7sur7.cd. Comme l'indique cette source, les deux chefs d'État ont eu un entretien à huis clos pendant près de 3 heures au palais présidentiel de la RD Congo. Par contre, de la République du Congo. Par contre, affirme-t-elle, aucune communication n'a été faite à l'issue de cet tête-à-tête.
Notons que cette rencontre intervient au moment où la situation sécuritaire à l'est de la RDC est de plus en plus préoccupante depuis la résurgence des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Par ailleurs, la cellule de communication de la présidence estime que ces deux pays, liés par leur position géographique et leur histoire, sont engagés à consolider leurs liens sécuritaires et à lever tout équivoque sur les questions relatives à la sécurité transfrontalière. Terminons par cette nouvelle. En République démocratique du Congo, un éco-garde a été tué et deux autres blessés au cours d'une attaque attribuée aux miliciens Maïmaï ce lundi 6 février dans le secteur centre du parc de Virunga. Nous sommes au Nord Kivu. L'incident s'est déroulé à Kabasha, rapporte un communiqué du parc. L'ICCN note avec regret la recrudescence ces derniers mois des attaques sur les éco-gardes commis à la conservation du parc national de Virunga alors qu'ils font leur travail conformément à la loi et sollicitent le concours des autorités tant militaires que civiles pour mettre fin à ces phénomènes macabres, indiquent les communiqués. C'est la première attaque armée visant les Rangers cette année dans les parcs de Virunga. Pour rappel, en décembre dernier, 2 Rangers et un troisième blessé au cours d'une patrouille de routine à Tchondo, toujours dans le secteur centre du parc. En dépit de ces incidents sécuritaires, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, réitère sa détermination à poursuivre son action en vue de protéger l'intégrité du parc de Virunga et y faire régner l'autorité de l'État conformément à sa mission. Les gardes-parcs payent de lourds tributs dans la protection du parc de Virunga, qui est près de 60 000 km² infecté par les groupes armés. En 2020, par exemple, 21 éco-gardes avaient été tués. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, c'est par ici que s'achève notre information. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement, activer la petite cloche de notification pour suivre les événements du début à la fin. Merci encore et restez branchés. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Au revoir.